Hello la communauté, dans cette vidéo on va parler du fameux portefeuille All Weather de Ray Dalio. Certains l'appellent également le portefeuille toute saison. Alors, on va d'abord voir qui est Ray Dalio. Donc c'est ce monsieur là sur la gauche, donc né en 1949, et il est patron d'un fonds spéculatif qui s'appelle Bridgewater, qui est, je crois que c'est un des plus gros fonds au monde. Et surtout, il a une fortune personnelle qui équivaut à peu près à 20 milliards de dollars. Donc c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez crédible. Et il a bâti un modèle de portefeuille dit toute saison, donc qui est censé performer par toute saison. Et donc, comme on le verra, grâce à une certaine répartition, ce portefeuille va performer aussi bien qu'on soit en période d'inflation, de déflation, de crise économique ou de folie économique. Donc là, on est en février 2022, donc vous avez dû remarquer que les marchés étaient extrêmement chahutés. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, de façon à ce que vous puissiez vous-même vous bâtir un portefeuille à peu près équivalent à celui-là, juste en se basant sur des ETF dont je vais vous donner les noms juste après, donc plutôt vers la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Il faut d'abord expliquer ce qu'est le portefeuille, pourquoi bâtir tel portefeuille, etc. Ray Dalio est également un auteur à succès. Il écrit plusieurs livres, donc là j'en ai mis juste deux. Le dernier, Principles for Dealing with the Changing World Order, et un autre livre qui est extrêmement connu qui s'appelle juste Principles. Donc vous trouverez les deux liens dans la description de cette vidéo. Mais sans plus attendre, le portefeuille All Weather, donc comme son nom l'indique et comme je l'ai déjà dit en préambule, il est conçu pour pouvoir résister à n'importe quelle tempête. Il utilise le principe de la diversification des classes d'actifs, basé sur la saisonnalité, dans le but de limiter la volatilité et les retraits. Donc Dalio propose que les 4 éléments suivants affectent la valeur des actifs. Donc c'est un petit peu, je dirais, bateau, mais quand même, bon, ça pose le débat. Donc l'inflation, la déflation, la croissance économique croissante, ou alors un ralentissement de la croissance économique. Et donc le portefeuille All Weather, sur la base de ceci, Dalio s'attend à ce que nous puissions voir 4 saisons de l'économie. Donc inflation plus élevée que prévu, inflation plus faible que prévu, croissance économique supérieure aux prévisions ou croissance économique plus faible que prévu. Donc jusque là, rien d'extraordinaire, mais ça permet de poser le débat. Et donc Dalio a choisi des classes d'actifs qui ont bien performé au cours de chacune de ces différentes saisons, l'objectif étant une diversification qui permet une croissance constante. Pour minimiser la volatilité, le portefeuille est principalement, comme on le verra, constitué d'obligations et n'alloue que 30% aux actions. Donc le fameux portefeuille, le voilà, la répartition se fait comme suit, donc il y a 30% d'actions américaines, 40% de bons du trésor à long terme, 15% de bons du trésor à moyen terme, 7,5% de matières premières et 7,5%. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est un petit peu la performance dans le temps et si possible de comparer cette performance à une classe d'actifs comme juste les actions. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc sur ce diagramme, on voit la performance du portefeuille All Weather. Donc il est ici en bleu. Donc AWP là, donc en bleu, c'est la ligne bleue ici. Et on va comparer cette performance au Standard & Poor's 500, donc les 500 premières valeurs américaines. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, c'est de 2002 à février 2021. Donc la performance est la suivante. Donc on part avec un capital de 10 000 dans les deux cas. Pour le fameux portefeuille All Weather, donc sur cette période 2002, février 2021, on va se retrouver avec 38 000 dollars pour une performance de 7,71%. La meilleure année, on aura du 18%. Pardon, la pire année, on aura du moins 5%. Et un max drawdown de moins 15%. Alors le max drawdown, c'est quoi? Le max drawdown, c'est la valeur que vous auriez perdue au pire moment si vous aviez vendu vos actions, enfin vos classes d'actifs. Donc c'est ça le max drawdown. Donc enfin, on compare ça au Standard & Poor's 500. Donc lui, on partirait avec un capital de 10 000. Pareil. Au bout de... Alors ça fait combien d'années ça? Ça fait pratiquement 20 ans. Bon, on va dire 19 ans pour faire les choses simplement. On aurait 61 000 versus 38 000 pour le portefeuille All Weather. Donc on aurait quand même beaucoup plus si on avait juste parié sur le Standard & Poor's 500.
on aurait une performance annuelle de 10%, on aurait une meilleure année à 32% avec le Standard & Poor's, on aurait une pire année à moins 37% et un max drawdown de moins 50%. Donc ces deux derniers chiffres sont extrêmement importants et je pense qu'il y a très peu d'individus, pour être très franc avec vous, qui sont capables de supporter un tel choc, de perdre une année moins 37%, pratiquement 40%, et d'avoir un max drawdown de moins 50%. C'est-à-dire qu'un matin vous levez, vous voyez que la valeur de votre compte est divisée par 2. Alors, tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez pas, mais il y a très peu de gens qui sont capables d'avoir ce mental de dire « Ah oui, mais ça ira mieux demain, etc. » et qui ne paniqueraient pas. Donc c'est la raison pour laquelle les portefeuilles qui permettent certes d'avoir une performance moindre, donc 7,71% versus 10%, mais qui sont quand même un peu plus gérables d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire que la pire année, on n'a que du moins 5%, alors que si on est full action, on a quand même presque du moins 40%. Le max drawdown, c'est moins 15%, c'est-à-dire un jour vous vous réveillez et votre compte a perdu 15%. Ok, bon, à la limite, c'est à peu près supportable, vous savez que ce sont les aléas de la bourse, versus moins 50% pour avoir que des classes d'actifs de type action Standard & Poor's 500. Donc voilà en quelques mots. Mais bon, on va pas s'arrêter là, on va faire des analyses un peu plus poussées parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour respecter ces performances, il faut respecter également les proportions que je vous ai annoncées, donc pas plus de 30% d'actions, 7,5% d'or, 7,5% de commodities, etc., etc. Donc comment est-ce que ça va fonctionner et à quel moment on va prendre ces décisions? Alors est-ce qu'il faut de manière quotidienne qu'on ait l'œil rivé sur ces pourcentages? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut le faire une fois par an? Est-ce qu'il faut le faire chaque trimestre, chaque mois, etc. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, grâce à cet outil, je vais faire ce qu'on appelle un backtest du portefeuille de Redalio. Donc je vais simuler ce qui va se passer dans le temps avec les proportions que je vous ai annoncées. Typiquement ici, je vais dire que je veux me constituer un portefeuille qui contienne 30% d'actions. Voilà, donc US Stock Market, donc essentiellement actions américaines, 40% de bons du trésor long terme, 15% de bons du trésor moyen terme, 7,5% de commodities, donc c'est matières premières, et 7,5% d'or. Donc voilà, cet outil va me permettre vraiment de faire une simulation et je vais aller de 1972 à 2022. Donc l'outil va sans doute s'adapter s'il n'a pas assez de données pour certaines de ces classes d'actifs. Donc je vais faire analyse de mon portefeuille avec ses proportions. Et donc, il va me dire, ben voilà, ce portefeuille, sur la période que tu as choisie, donc là, il s'est adapté, hein, il n'est pas parti depuis 1972, il part que depuis 2007, sans doute, par manque de données sur une des classes d'actifs, ça arrive souvent. Donc là, de 2007 à 2022, ce portefeuille m'aurait fait en moyenne par année 7,09%. Donc là, je suis à peu près dans les chiffres que je vous avais annoncés. Le diagramme dans mes slides, ça partait de 2002, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à 2021. Mais bon, voilà, ça vous donne l'ordre de grandeur de la performance de ce portefeuille. On va dire c'est à peu près du 7% par an. Donc, ce qui est vraiment plus que raisonnable. Hein. C'est, je sais pas combien de fois, le livret A, ça fait plus de 7 fois le livret A à l'heure où je vous parle. Donc, 7%, la pire année, moins 3,66%, toujours pareil hein, sur cette période. Et le max drawdown, moins 14%. Ça correspond à ce que je vous ai montré sur l'autre période un tout petit peu avant. On va cependant analyser une ou deux choses. Donc, la première chose qu'on va peut-être analyser, on va regarder les metrics, non, ça pas très intéressant, les annual returns. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous donne tout de suite vraiment le sens d'un tel portefeuille. Typiquement, regardez, année 2007, l'inflation était de 4,08, donc ça, à la limite, on s'en fiche parce qu'on ne tient pas compte de l'inflation ici. Le portefeuille, cette année-là, a fait 11,5%, alors que le marché US faisait que 5,49%. Donc, si on avait fait que des actions, on n'aurait que 5,49%. Les bons du trésor, 9,24%, intermédiaires, 9,98%,
par contre, les matières premières ont un petit peu explosé cette année-là et l'or également. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit, pire encore, l'année 2008, hein, le marché a fait moins 37%. Donc ceux qui étaient vraiment investis que sur des actions, ils ont perdu presque 40%. Et justement, le fait que ce portefeuille soit un petit peu équilibré, et qu'on n'ait pas que des actions, encore une fois, on n'a que 30% d'actions, on a fait cette année-là, c'est pas terrible, bon, moins 3%, mais c'est à comparer à ceux qui étaient investis qu'en actions, moins 40%. D'accord, donc on peut vraiment analyser année par année et on comprend bien l'intérêt d'un tel portefeuille qui est vraiment, de par cette allocation un peu magique, entre guillemets, qui évite quand même les catastrophes. Autre chose que je voulais vous montrer, c'était les drawdowns. Donc rappelez-vous, un drawdown, c'est vraiment la pire performance que vous auriez à un instant T si vous vous vendiez au pire moment en fait. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit la crise des subprimes, donc de novembre 2007 à mars 2009. Là, on a un drawdown de moins 15%. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas, je dirais, à comparer aux actions qui ont perdu des fois moins 60, moins 80%, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein. Et période Covid, ce portefeuille, il aurait perdu que moins de 2,66%. Donc ça vous donne encore une fois la principale qualité de ce portefeuille, c'est vraiment d'avoir l'esprit tranquille, de ne pas avoir des sauts de cabri. Une fois le portefeuille, il fait plus 70, le lendemain il fait moins 90. Donc voilà, c'est ce qu'on peut voir et il y a d'autres données qui sont intéressantes, mais que voilà, dans cette vidéo on va s'arrêter là. Donc ça c'est vraiment l'allocation telle que vous la voyez là. On va parler dans quelques instants des ETF à acheter, mais avant ça il faut bien se rappeler que ce portefeuille tient sa valeur de par le respect de ces pourcentages. Donc au fil du temps, donc les actions prendront le pas sur peut-être les bons du trésor en long terme et vice versa, etc. Donc il faut de manière régulière, donc on conseille au moins une fois par an, revoir tous ces actifs-là et faire ce qu'on appelle un équilibrage de telle sorte qu'on respecte ces proportions. Donc ça c'est important, c'est typiquement si à un moment le marché des actions a surperformé, peut-être que votre portefeuille, la part des actions sera plus de 30%, mais peut-être de 35%. Donc il faudra vendre ce reliquat pour peut-être rééquilibrer avec les autres classes d'actifs qui auront moins bien performé. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est tous les combien il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça tous les jours? Bon, évidemment, il ne faut pas le faire tous les jours, ça n'a aucun sens. Mais on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'il faut le faire tous les mois? Est-ce qu'il faut le faire tous les trimestres? Et tous les ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans ma simulation, regardez ici, il y a quelque chose qui s'appelle rebalancing. C'est de ça dont il s'agit. Donc là, dans ma simulation, j'ai fait un rééquilibrage annuel. Et j'obtiens un taux de 7%. Donc si je reviens sur le taux global, c'était 7%. Voilà, c'est ici 7,09%. Et maintenant, on va voir l'impact de faire, par exemple, un rééquilibrage mensuel. Donc, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à faire ça tous les mois? Donc, je vais choisir rééquilibrage mensuel. Je vais réanalyser mon portefeuille. Et l'impact, en fait, il est même négatif. Tout à l'heure, j'étais à 7%. Là, je suis à 6,93. Donc, c'est pas la peine de s'embêter à faire un rééquilibrage mensuel. Ça va être contre-productif. On va quand même faire un rééquilibrage, non pas mensuel cette fois, mais on va dire trimestriel, et on va voir l'impact. Alors là, il y a un impact positif, donc le rééquilibrage annuel me donne du 7,09%. Le mensuel, il a vraiment un impact négatif, je suis à 6,93%, donc il ne vaut vraiment pas le coup. Par contre, le rééquilibrage trimestriel, on vaut un tout petit peu la peine puisqu'on gagne 0,25%. Donc là, on est à 7,25 au lieu de 7,09%. C'est pas grand-chose. Donc si vous êtes vraiment puriste, vous voulez optimiser les gains, ça vaut le coup. Donc là, vous avez la réponse. Vaut mieux faire un rééquilibrage trimestriel, surtout pas mensuel, mais annuel suffit largement. Donc ça, c'est un avantage immense également de ce portefeuille. Une fois par an, on doit procéder au rééquilibrage
des actifs. Vous l'avez compris, les actions peuvent surperformer, donc c'est plus 30%, ça va peut-être être 32% ou 35%, versus une autre classe d'actifs qui aura perdu 2%, donc il faudra rééquilibrer tout ça. Mais une fois par an suffit amplement. Si vous êtes encore une fois puriste, vous voulez vraiment optimiser, allez jusqu'au trimestre, mais pas plus. Donc voilà. Maintenant, on va voir quel type d'ETF on peut acheter. Donc là, tout dépend de si vous êtes français, si vous résidez en France ou pas. Donc si vous n'avez aucune contrainte sur les ETF, donc déjà l'outil vous propose une liste d'ETF que vous voyez ici à l'écran, hein, donc avec les tickers. Donc celui-là, le VTI, c'est pour les actions, donc 30%. Vous achetez à 30% de cet ETF-là, à 40% de celui-là, TLT, 15% de IEF, 7,5% de DBC et 7,5% aussi de GLD. Donc ça, ce sont des ETF où, en général, si on réside dans un pays qui n'a aucune contrainte. Je vais également vous donner une liste d'autres ETF si, par exemple, vous êtes en France et que vous avez les contraintes pour acheter n'importe quel type d'ETF sur le marché. Comme alternative aux ETF que je vous ai montré précédemment, on peut également faire différemment avec des ETF suivants. Donc pour les obligations d'État long terme, dans une proportion de 40%, le sticker de l'ETF est MTH. Pour les obligations d'État moyen terme, dans une proportion de 15%, le sticker de l'ETF est MTD. Pour les actions 30%, sticker de l'ETF SMEA. Pour les matières premières, proportion de 7,5%, ticker IE00BDFL4P12. Et enfin pour l'or, proportion de 7,5% aussi, le ticker de l'ETF est GBS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le pouce bleu, pas assez de pouces bleus sur mes vidéos, ça va aider à référencer les vidéos. Comme vous voyez, je passe un petit peu de temps, j'y mets un petit peu de cœur. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des personnes qui vendent des formations pour vous expliquer tout ça. Donc là, ça n'est pas le cas, vous avez tout ça gratuitement. En contrepartie, je vous demande juste un petit pouce bleu, ça aidera à faire grossir la chaîne et bien sûr de vous abonner également. Voilà, à bientôt.